pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Complètement inacceptable. On a vu de la violence, on a vu de la haine et on a vu de l'antisémitisme. Et les gens n'ont pas de patience pour ça. Moi, j'en ai pas. Personne n'en a. Il y a une liberté de pouvoir manifester, mais là où vraiment on tire la ligne, c'est lorsqu'il y a de la violence. On est en énorme effectif qui sont présents. Vous allez nous voir visibles un peu partout et on va anticiper encore des enjeux. Est-ce qu'on peut anticiper tous les enjeux? Probablement pas. À quel point maintenant les jeunes ont un cellulaire en bas âge? Alors, on parle entre 7 et 12 ans. 7 ans? 7 ans. Téléphone intelligent à 7 ans? Oui, il n'y a rien d'exclu pour un gouvernement. On peut légiférer autant dans les écoles comme on pourrait légiférer aussi au niveau des plateformes. Voici Patrick Lagacé. 25 novembre 2024. Merci d'être là. Je commence avec une météo. Aujourd'hui, des vents légers, du soleil, maximum de 5 degrés. Le refroidissement éolien va nous faire ressentir tout ça à moins 8 degrés. La nuit prochaine, des nuages, minimum moins 2. Refroidissement éolien, encore une fois, moins 8. Demain, mardi, il y a un suspense, mesdames et messieurs, parce que est-ce qu'on aura de la neige sur la région de Montréal ou est-ce qu'on n'en aura pas? Aujourd'hui, les prévisions d'Environnement Canada là, nous montrent qu'on aura au moins un risque de pluie verglaçante le matin, des vents de 20 km/h, rafales à 40 km/h, maximum 7, refroidissement éolien à moins 8. Mais il y a des scénarios qui circulent selon lesquels on aurait peut-être des bordées de neige. Vous pouvez lire ça dans la presse aujourd'hui. Donc, on va essayer d'avoir plus de détails un peu plus tard à l'émission. Est-ce qu'on aura de la neige? Pas clair, peut-être, mais évidemment, l'hiver arrive très, très bientôt. On va finir par avoir de la neige. Mercredi, alternant soleil et nuages, maximum de 4 degrés actuellement, moins 2 avec le refroidissement éolien, c'est moins 6. Je commence avec le dossier de la violence faite aux femmes. On vient d'entendre notre ami Bénédicte Lebel là, qui signe une série de balados qui est, à mon sens, là, une série pertinente, nécessaire. Faut faire ces rappels-là et souvent, quand on traite de violence faite aux femmes, de féminicide, d'hommes qui tentent de tuer leur conjointe, leur ancienne conjointe, c'est souvent sous l'angle du fait divers. Ceci est arrivé hier. Et ensuite, c'est le suspect a comparu devant les tribunaux. Bénédicte donne la parole à des femmes qui ont failli entrer dans les statistiques de féminicide. Et je dis failli parce qu'elle l'expliquait il y a quelques instants. La différence entre un féminicide et survivre, ça peut être quelques millimètres, quelques centimètres. Et ces femmes-là témoignent de la mécanique, de ce qui se passe dans cette relation intime. Et je pense qu'on a compris ces dernières années que la question, c'est plus difficile que « mais pourquoi ces femmes-là restent? Pourquoi elles s'en vont pas? » C'est extrêmement complexe. Ça a été expliqué à de nombreuses reprises, mais je pense que au nom de la pédagogie, il faut répéter et répéter. Et c'est ce que les protagonistes que nous présente Bénédicte dans cette série de balados, La nuit où j'ai failli mourir, nous expliquent de l'intérieur. Et un peu plus tard à l'émission, on va recevoir une de ces protagonistes, là, Sabrina Belair-Dubois, qui est dans le premier balado de notre ami Bénédicte. Donc aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Au Québec, c'est le début de 12 jours d'action pour souligner tous les aspects de ces violences faites aux femmes. Et il y a une statistique qui donne froid dans le dos. C'est pas juste au Québec qu'il y a des féminicides. C'est partout dans le monde, dans toutes les sociétés, dans à peu près toutes les cultures. Il y a une femme qui est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde. Vous pouvez lire ça dans la presse aujourd'hui. Là, en 2023, au moins 85 000 femmes et jeunes filles ont été tuées de manière intentionnelle dans le monde. C'était en 2023. Et il y a une déclaration là qui est effarante à mon sens. La maison reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes. 60% d'entre elles ayant été victimes de leur conjoint ou d'autres membres de la famille. Donc, sur le continent européen, en Europe, les féminicides sont majoritairement perpétrés par le partenaire. Dans le reste du monde, ce sont souvent des membres de la famille qui sont en cause. Donc, vous pourrez lire ça dans les différents quotidiens. C'est une journée importante le 25 novembre pour souligner tout ça. Et dans le Journal de Montréal, il y a une sortie de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui demande au gouvernement du Québec d'en finir avec ses programmes d'action
ces programmes qui durent 3 ans. Un problème, un programme. Un problème, un programme. Et la violence faite aux femmes n'échappe pas à cette tendance-là, cette dynamique-là. Il semble-t-il que il y a beaucoup de programmes qui viennent à échéance après 3 ans. Le problème n'est pas réglé. C'est une réflexion intéressante. Et évidemment, en France, il y a toute cette question, tous ces enjeux autour du procès Pélicaud, c'est-à-dire Dominique Pélicaud, qui a violé sa femme après l'avoir droguée. Il y a beaucoup de prises de conscience en France, beaucoup de manifestations encore en fin de semaine. Revenons sur la grosse manif de vendredi. Il y avait cette manifestation qui avait été annoncée par ce qu'on appelle la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes. Mais là, on allait manifester contre la présence à Montréal de membres de l'OTAN. C'est quoi l'OTAN? L'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est un traité militaire dont le Canada fait partie. Ça date de plusieurs décennies. C'est né à l'époque de l'Union soviétique. C'est une façon de réunir les pays occidentaux, d'Europe, etc., et de faire front contre le bloc soviétique. Et l'idée, c'était si l'URSS s'attaquait à un pays de l'OTAN, bien, tous les pays de l'OTAN entraient en guerre pour venir à la défense de ce pays-là. Évidemment, depuis l'écroulement de l'Union soviétique, la nature des menaces a changé. L'OTAN est demeurée. Et il y a des antimilitaristes de la CLAC qui trouvent que l'OTAN est une organisation agressive, est une organisation qui n'œuvre pas dans le sens de la paix. Je vous le dis, c'est pas vraiment partagé par les pays qui ont cherché à se joindre à l'OTAN ces dernières décennies, notamment pour se protéger de la menace russe. Mais toujours est-il qu'il y avait cette menace, qu'il y avait cette manifestation vendredi dernier, ça a dégénéré. Et ce qu'on me dit du côté policier, c'est que c'était depuis 2 ans la plus grosse manifestation à survenir à Montréal. C'est devenu violent. Il y a eu des véhicules incendiés. Il y a eu des bris de vitrines là, aux abords du Palais des Congrès. Bref, c'était pas chic. Il y a eu aussi, semble-t-il, beaucoup de propos antisémites. On sait que la question israélo-palestinienne fait beaucoup réagir partout dans le monde. Je le dis souvent, c'est un conflit idéologique, politique qui est aussi mondialisé. Il y a beaucoup de manifestations à Montréal qui sont en soutien à la Palestine. Parfois, ça se passe bien. Souvent, il y a aussi des manifestations de haine envers les Juifs. Ce serait arrivé vendredi, c'est très certainement arrivé jeudi. La veille, ça a été filmé. Donc, il y a un état de tension à Montréal présentement. Et quand on voit les images de vendredi dernier, ce qu'on peut se poser comme question, et on va poser cette question-là à Fadi Daguerre un peu plus tard à l'émission, le chef de police de la Ville de Montréal qui va être avec nous, c'est comment se fait-il que les policiers interviennent pas plus rapidement? Il y a peut-être des explications, mais les citoyens de Montréal qui regardent ça, les gens de l'extérieur de Montréal qui voient les images qui ont fait le tour du monde, peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps avant d'intervenir? Pourquoi est-ce que devant de tels dérapages, il y a seulement 3 arrestations? M. Daguerre dit il y en aura plus, mais quand même, les questions se posent. Et je veux bien croire que du côté policier, on dit, écoute, c'est la plus grosse manifestation qu'on a eue depuis 2 ans. C'est vrai, mais elle était télégraphiée. Et on sait à quel point, disons, c'est volatile présentement. On sait à quel point le climat est explosif. Donc, on va poser ces questions-là un peu plus tard à M. Daguerre. Il faut aussi parler d'antisémitisme. Il y a de très bonnes raisons d'appuyer la Palestine. Il y a de très bonnes raisons de dire haut et fort, écoutez, Israël va trop loin dans son autodéfense. Cependant, ce qui n'est pas acceptable, ce qui ne l'est pas, de la même façon qu'à une époque, on avait des manifestations d'islamophobie dans la société. Je vous rappelle, l'attaque de la mosquée de Québec, c'était un attentat islamophobe. On voulait tuer des musulmans, on haïssait les musulmans. Bien, il y a aussi l'antisémitisme qui existe. Et il y a eu des slogans, il y a eu des gestes antisémites qui ont été filmés à Montréal ces derniers temps, notamment jeudi dernier, et c'était absolument spectaculaire, une femme qui faisait le salut nazi dans une manifestation. C'était pour écœurer, je pense, des contre-manifestants pro-israéliens. On peut penser ce qu'on veut du conflit. L'antisémitisme, c'est une forme épouvantable de racisme. Ça doit être condamné. Et il y a une femme qui l'a appris à ses dépens. Elle a été identifiée faisant le salut nazi à Montréal. Et c'était une franchisée Second Cup, mais pas n'importe où. Franchisée Second Cup
à l'hôpital juif de Montréal. Bien, Second Cup a fait ni une ni deux en prenant connaissance de ce fait-là et elle a été dépouillée de sa franchise Second Cup. Donc, on va revenir là-dessus avec Fadi Daguerre, je l'ai dit, mais aussi avec Richard Marceau, qui est représentant d'une association juive. Toujours sur le thème du SPVM, vous pouvez lire ça dans le Journal de Montréal, les patrouilleurs du SPVM ne font plus confiance à leurs autopatrouilles. Il semble que le parc d'autopatrouilles soit assez vétuste, assez vieux, et que la moitié des véhicules de patrouille du SPVM soit dû pour être changés. Ça fait 1 an, semble-t-il, que le syndicat de la police, la Fraternité, lève la main et dit, écoutez, il va falloir qu'on change beaucoup de voitures. Mais on le sait, la situation budgétaire à Montréal, comme partout, elle est précaire. Donc, j'ai l'impression qu'on essaie d'étirer le plus longtemps possible la durée de vie de ces véhicules. Sauf que vous avez des véhicules qui sont souvent en proie à des bris mécaniques, des véhicules qui auraient pris feu aussi, et des policiers qui disent on n'a pas de véhicule patrouille disponible, donc on veut se faire transporter par des collègues vers des points où on doit aller travailler. Sauf que si vous êtes sur la banquette arrière dans une voiture de police et que le feu pogne, bien, semble-t-il qu'il n'y a pas de moyen de sortir parce que c'est aussi des fois un fourgon. Quand vous mettez un suspect sur la banquette arrière, bien, on ne veut pas qu'il puisse ouvrir la porte et s'en aller. Il y a un grillage entre la banquette arrière et l'avant de la voiture. Donc, il y a des policiers qui disent « Moi, je ne vais pas aller m'enfermer dans une voiture qui est défectueuse comme ça ». Ça pose aussi la question, on va se le dire, de la sécurité des suspects qui sont là aussi. Bref, on va parler de tout ça avec Fadi Daguerre aussi plus tard, mais vous irez lire ça dans le Journal de Montréal. C'est pas vraiment réjouissant. Parlons maintenant, on l'a abordé la semaine passée, là, le Québec est le paradis du Ritalin. Le Québec est le paradis des psychostimulants qui sont prescrits aux enfants, aux adolescents, parfois aux adultes. Et là, il y a un autre texte dans la presse qui met des chiffres là-dessus. Il y a d'autres statistiques qui étaient sorties dans le passé. Là, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, on surprescrit chez les enfants, chez les adolescents. Et la presse, la semaine passée, avait levé le voile sur une partie des explications de ce phénomène-là. Il y a de plus en plus, semble-t-il, de plateformes qui sont accessibles en ligne, donc en télémédecine, où des médecins qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des neuropsychologues, des médecins généralistes qui sont de bonne foi, là, mais qui vont faire des prescriptions, qui vont prescrire du Ritalin et autres neurostimulants sur la base, disons, de questionnaires, de rendez-vous qui sont très, très courts. Je l'ai expliqué, il y a des neuropsychologues qui sont spécialisés dans le dépistage du TDA, du déficit d'attention, de l'hyperactivité, etc. Et ça prend plusieurs séances, ça prend plusieurs heures pour déterminer si quelqu'un a besoin de médication. Il y a des médecins qui le font en 60 minutes. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse, dans ce nouveau dossier, c'est qu'il y a de la prescription pour, évidemment, un trouble du déficit de l'attention, oui, mais aussi, on veut médicamenter la performance. Là, on est rendu à, mon enfant a 70 % de moyenne générale à l'école. Il devrait avoir 78 parce que la moyenne, c'est 78. Puis j'aimerais ça qu'il y ait peut-être 80. Donc, on va voir le médecin, puis on veut se faire prescrire un Ritalin, du Concerta, des trucs comme ça, du Vivance. C'est ainsi qu'on arrive à ce titre de champion du Ritalin, et je pense pas que ce soit très, très bon. Donc, dossier à lire vraiment intéressant à la presse. Il y a aussi un autre dossier dans la presse aujourd'hui qui est vraiment, vraiment consternant. Ça concerne les enfants et les écrans. Si vous avez dans votre entourage des enseignants au primaire, si vous leur parlez, moi, je parie que ces profs-là vont vous dire que depuis 10 ans, depuis 12 ans, les enfants ont changé. Les enfants sont moins résilients. Les enfants sont plus colériques. Les enfants ont moins de ce qu'on appelle de la motricité fine. Plus de difficultés à tenir un crayon, plus de difficultés à faire des bricolages, plus de difficultés à attacher leurs lacets. Prenez tout ça, c'est des anecdotes. Mais les anecdotes commencent à tracer un portrait qui est assez inquiétant des jeunes. Et dans la presse aujourd'hui, on donne la parole à des profs, à des directeurs qui s'inquiètent. Et là, je sais, ça peut être facile de dire, oui, c'est peut-être du bon vieux. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Je pense pas que ce soit ça. J'ai déjà écrit là-dessus dans la presse. J'ai déjà fait des entrevues avec des spécialistes ici à cette antenne.
il y a un changement qui est arrivé avec la montée des téléphones, avec la montée des plateformes numériques. Oui, ça peut changer la socialisation, la façon dont on interagit à travers les écrans. Il y a ça. Mais ce qui inquiète les spécialistes, et on y fait écho dans ce dossier de la presse aujourd'hui, c'est pas juste ça. Ce qui inquiète les spécialistes, c'est le temps, quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un adolescent, que vous ne passez pas à interagir dans le monde réel, ça a un effet sur votre psyché, ça a un effet sur votre résilience, ça a un effet sur votre façon d'interagir avec les autres. Si vous passez 10 heures, 12 heures par semaine sur un écran, à parler avec des amis, à jouer dans des mondes virtuels, ce que vous êtes en train de faire, c'est vivre une cassure sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des spécialistes de partout dans le monde qui le constatent. Comment on construisait notre identité comme enfant, comme adolescent, c'est en interagissant beaucoup avec les autres, en faisant du sport, en jouant à la tag, en se chicanant aussi, en se chicanant en personne. Là, quand vous vous chicanez et que vous êtes sur des réseaux sociaux et que vous dites quelque chose que votre camarade de l'autre bord va recevoir, mais vous ne voyez pas sa réaction, c'est un peu comme les adultes. Si vous avez mon âge puis vous avez 50 ans et que vous êtes déjà obstiné en ligne, que ce soit sur des plateformes de réseaux sociaux, que ce soit sur des courriels, des textos, c'est une chose parce que vous avez vécu la socialisation en personne. Si, avant, dans l'ancien temps, disons ça comme ça, passiez 15 heures par semaine à jouer avec vos camarades, au parc, dans la cour, dans la rue, mais vous socialisiez comme ça. Aujourd'hui, si sur ces 15 heures de socialisation, il y en a la moitié ou il y en a 10 que vous passez en ligne, c'est une cassure avec toute la façon dont les êtres humains ont appris à socialiser depuis des siècles, depuis des millénaires. Donc, on va parler de tout ça un peu plus tard avec Dr Jean-François Chicoine, le pédiatre, qui, lui, est souvent découragé par ce qu'il entend des parents, ce qu'il entend des enfants à propos de l'utilisation du temps d'écran. Et dans ce dossier, dans la presse, il y a la question des écrans, mais il y a aussi la question de l'accélération de la vie. Les parents sont sous pression. Les parents ont de moins en moins de temps, sont deux à travailler, vont habiter plus loin, très loin du travail. Donc après ça, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à la maison? Il est 6h30, 6h15, tu es fatigué, il faut faire le souper. Des fois, c'est facile de mettre l'enfant sur une tablette. Je ne jette la pierre à personne. J'ai été ce parent-là, mais c'est une question absolument fascinante qui mérite réflexion. Parlons un peu d'économie. Lion Électrique, dossier enquête vraiment intéressant dans le Journal de Montréal sur les fiascos de Lion Électrique, qui a quand même été financé à hauteur de 200 millions par les fonds publics québécois, là, incluant la Caisse de dépôt. Et c'est en train de crasher, mais en train de crasher solide, Lion. Donc, dossier intéressant. Semble que du côté des fondateurs de Lion, de très bons vendeurs pour aller chercher du financement, il semble-t-il qu'ils n'avaient pas une connaissance fine de la business des batteries électriques et on a promis beaucoup plus que ce qu'on pouvait livrer. Débat sur le changement d'heure en terminant. Encore une fois, dans la presse, là, il y a le changement d'heure qui fait bondir les collisions en soirée. Bénédicte nous en a déjà parlé là, autour du changement d'heure quand il se met à faire plus noir plus tôt. Ce que disait Bénédicte, c'est que ce que les policiers rapportent, c'est qu'il y a plus de collisions, c'est plus dangereux pour les piétons après le changement d'heure du mois de novembre. Mais là, la presse nous arrive avec des statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui montrent que dans les 30 jours suivant le changement d'heure, chaque automne, il y a une explosion. Ça bondit les collisions entre les voitures et les piétons. Et quand on constate ces statistiques-là, on peut se poser la question, est-ce que juste là-dessus, au-delà là, du rythme de sommeil des gens, etc., est-ce que juste là-dessus, c'est pas une bonne raison, justement, de stopper, comme envisage de le faire le gouvernement du Québec, le changement d'heure et d'avoir une heure, toujours la même, à l'année longue. Je termine avec un dossier, avec une nouvelle qui nous provient des États-Unis sur Donald Trump et sa victoire électorale. Après sa victoire, au début du mois de novembre, ça a été dit, ça a été redit, même moi je l'avais constaté, la défaite de Mme Harris était vraiment spectaculaire. Il y avait une différence de 5 millions de voix entre M. Trump et Mme Harris dans le vote populaire. Il a gagné les 7 États clés,
il a gagné la présidence, la Chambre des représentants, le Sénat. Sauf que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y a encore des voix qui étaient dépouillées depuis l'élection. Et ce qu'on constate maintenant, c'est que la victoire de M. Trump, la victoire, elle est nette, mais elle n'est pas aussi spectaculaire qu'elle l'était le soir du 6 novembre. C'est-à-dire que quand on dépouille toutes les voix, on arrive à une différence qui est à peu près de 1,5 % dans le vote populaire. Comprenez-moi bien, M. Trump a bel et bien gagné. C'est une victoire nette, mais c'est pas, comme il essaie depuis sa victoire, de le dire, de le spinner, c'est pas une victoire historique. Au contraire, c'est la 3e plus courte marge quand on regarde le score du vote populaire depuis qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis. Ça n'enlève pas sa légitimité, mais ça met quand même en perspective le fait que, oui, il y a un glissement à droite, mais quand même, c'est pas un glissement à droite qui est absolument là, historique. Il y a encore aux États-Unis une société qui est divisée. On est plus proche du 50-50 sur les opinions politiques. Donc, c'est à lire un peu, notamment là, dans le journal Le Devoir, là, sous la plume du chroniqueur aux affaires internationales, François Brousseau. Merci d'être là. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. On va parler maintenant de violence conjugale. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée de l'ONU, la journée mondiale contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et au Québec, c'est le coup d'envoi là, de 12 jours d'action qui vont se prolonger comme ça jusqu'au 6 décembre. Évidemment, jour tragique dans l'histoire du Québec. C'était le jour de cet attentat en 89 contre les femmes de Polytechnique. Ma collègue Bénédicte Lebel signe ces jours-ci un balado nécessaire, un balado important sur des femmes qui ont failli être victimes de féminicide. Et quand je dis failli, Bénédicte, c'est que la différence entre mourir quand on est attaqué ou ne pas mourir comme ça par un conjoint, ex-conjoint, des fois, ça se mesure en millimètres. Et ça tient du miracle. En millimètres, un coup de couteau qui aurait pu passer quelques millimètres à côté, qui aurait fait carrément la différence. Des femmes qui ont été poignardées à de nombreuses reprises et qui, comme je le dis, presque par miracle, ont réussi à survivre. Tu as interviewé pour cette balado, La nuit où j'ai failli mourir, plusieurs femmes qui ont été violentées par des conjoints, par d'ex-conjoints. Comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans, disons, plus profondément, d'aller au-delà de la comparution au palais de justice, au-delà de ce qu'on appelle le fait divers? Exactement, parce que tu sais, on s'en parle très souvent, toi et moi, autour de cette table. Puis dans les années d'avant aussi, des féminicides, il y en a de plus en plus. Il y en a du moins plusieurs à chaque année. Et à chaque fois que ça arrive, on en parle, on essaie de trouver comment on aborde ça. On essaie d'aller voir les proches, on essaie d'aller voir les voisins, on essaie de parler avec des intervenants pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé, c'est quoi le chemin qui a mené jusqu'à ça, qu'est-ce que cette femme-là a vécu avant d'en arriver là. Il y a des proches, des fois, tu te rappelles, sûrement que des fois, on a entendu j'ai rien vu venir ou on savait que ça s'en venait. Oui. Mais moi, j'avais envie d'entendre ces femmes-là. Malheureusement, elles sont plus là. Mais en couvrant différentes histoires, j'ai couvert aussi des femmes qui ont failli perdre la vie, qui ont subi des tentatives de meurtre. Et je me suis dit, mais dans le fond, le parallèle, il est là. Elles ont vécu pratiquement la même histoire jusqu'à l'issue qui est différente. Mais le chemin qui mène jusqu'à ça, c'est le même. Et c'est là-dessus que j'ai voulu m'intéresser parce que je me dis, si on est capable de se pencher sur certains, je vais le dire comme ça, certains patterns ou certaines choses qui se recoupent, peut-être ça nous permet de mieux comprendre. Si on comprend mieux, bien, peut-être que ça nous permet de prévenir. C'est une série de balados là, qui est disponible sur nos plateformes, dans l'espace Paul Arcand, donc sur l'application, sur le site web. La nuit où j'ai failli mourir, c'est très bien fait avec beaucoup de doigté, beaucoup d'humanité. Et hier, Bénédicte, tu étais à Tout le monde en parle pour parler de ce balado avec Sabrina Belair-Dubois. Elle est une des protagonistes, une de ces victimes que tu as interviewées et elle est avec nous en studio. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir, Sabrina. Merci d'être là. Bien, merci beaucoup. D'abord, félicitations d'avoir témoigné avec autant de force, je dirais, autant chez À Tout le monde en parle que dans le balado de Bénédicte. Pourquoi vous avez choisi de parler de votre histoire comme ça? Au début, c'est Bénédicte qui m'a approché puis qui m'a présenté le projet. Puis ça m'a beaucoup parlé. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de
de projets qui sont lancés par rapport à ça. Puis je pense en même temps c'est une forme de thérapie, on peut dire, pour moi. Parce que d'en parler, ça aide à surmonter? Oui, j'ai l'impression que je le vois comme ça. Plus que j'en parle, plus que je la raconte comme une histoire normale, si on peut dire. Oui, oui. Sabrina, prenons un instant pour raconter justement ce qui est arrivé. Les gens peuvent l'écouter dans le balado. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont vu à Tout le monde en parle hier, mais c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire que vous avez vécue. Vous avez failli mourir aux mains de votre conjoint, père de vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire une histoire courte, dans le fond, c'était pas une relation qui était toxique, qui était violente, en fait, pendant 7 ans. Il y avait beaucoup de comportements, mettons, toxiques, qu'on pourrait dire, mais rien qui était vraiment flagrant. Puis, à un moment donné, il est allé regarder mon téléphone pendant que j'avais le dos tourné, puis il a trouvé des conversations qui disaient que j'avais peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre. Puis je pense vous avez une conversation avec une amie, avec une amie, oui, exactement. Puis lui, ça l'a fait mettre en colère, puis douter de moi. Il pensait que je l'avais trompé, etc. Donc, ça finit en attaque de 20 couteaux. De 20 coups de couteau. 20 coups de couteau. Oui. Et vous l'avez expliqué à Bénédicte, vous pensiez que vous n'étiez pas dans une relation violente parce que votre ex-conjoint ne vous battait pas, ne vous frappait pas. Mais quand vous regardez dans le rétroviseur, quand vous regardez en arrière, vous vous dites, OK, j'étais quand même dans une relation où il y avait de l'abus. Oui, c'est sûr que c'était pas physiquement, comme vous l'avez dit, mais les chicanes, ils montaient rapidement, les briser des choses autour, les insultes, les menaces. C'est sûr que c'était pas, mettons, constant tous les jours comme ça, mais ça montait vite en flèche entre moi et lui, là. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que Sabrina, je l'ai rencontrée, je pense que c'était 3 semaines après que ça se soit passé pour la première fois. Et le regard que tu avais sur cette attaque-là, à ce moment-là, et maintenant, 3 ans plus tard, c'est complètement différent. Dans la façon que tu m'expliquais au départ, tu me disais, il allait pas bien, tout ça. Maintenant, tu es capable de défaire un peu les schémas puis de dire, c'est pas une question qu'il allait pas bien. Il avait planifié son coup. Oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est sûr que le chemin a été long, puis il y en a encore à faire, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Quand j'écoute le petit bout qu'on a eu ensemble dans les premiers temps, je suis beaucoup en mode de protection encore envers lui à ce moment-là. Je le défends, j'excuse ses gestes, puis aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent? Qu'est-ce qui s'est passé comme cheminement chez vous, Sabrina? Bien, je pense que c'est le temps qui a fait les choses et aussi tous les événements que j'ai vécus par après. Tu sais, on parle beaucoup de l'attaque, mais c'est tout ce qui vient avec, les enfants, le trauma, le côté financier. Tu sais, tout ça, c'est les psychologues, la cour. C'est vraiment comme gros. Puis, je pense que de vivre tout ça, ça m'a amené des émotions peut-être de colère. D'en parler aussi, de parler avec d'autres femmes qui en ont vécu aussi, ça fait en sorte que j'ai plus réalisé, mettons, à place d'être en mode protection envers lui. Maintenant, je suis capable de comprendre plus en arrière de ça. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe en mode protection, vous pensez? Pour envers la personne qui a essayé de nous tuer? Bien, c'est sûr que c'est l'amour, là, veut pas. On est cherché à lui trouver des excuses, comme toujours, tu sais, même dans les chicanes. Par après, il a réagi comme ça parce qu'il était fâché. Puis je pense que ça continue comme ça toujours, là, dans le sens que on aime la personne puis on veut la protéger. C'est ça qui est important aussi. Tu sais, tu disais, il y a des gens qui vont écouter le balado, puis c'est un préjugé qui est très, très répandu aussi par rapport à la violence conjugale. Pourquoi est-ce que tu y retournes? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des sentiments? Mais ça fait partie aussi d'un cheminement. Puis c'est pas vrai que du jour au lendemain, un sentiment amoureux va disparaître. Tu sais, pour toi, c'est important aussi d'expliquer ça parce que tu l'as dit hier aussi. Ouais. Je ne comprenais pas ça et je pouvais juger des gens jusqu'à temps que je le vive. Quand tu l'as vécu, tu as dit...
même moi, j'avais de la difficulté à mettre les mots puis à l'expliquer. Là, mon père, il était beaucoup fâché à propos de ça. Il comprenait pas, lui non plus. Puis je lui ai expliqué que c'est ça. Parce que, faut le dire, Sabrina, là, sans rentrer dans les détails, même après la première agression, si on veut, là, quand il vous rattrape dans la ruelle puis qu'il vous envoie un coup de poing au visage, vous vous êtes remis en couple avec lui. Oui. Puis ça... Quand on commençait la sensibilisation à la violence conjugale, là, Bénédicte, là, je pense qu'on était nombreux à se dire, mais pourquoi quelqu'un va rester comme ça? Maintenant, on le sait qu'il y a des dynamiques qui sont très, très fortes. Mais moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est ce gars-là, lui, est-ce qu'il vous a déjà présenté des excuses? Est-ce qu'il a manifesté une forme de remords? Je pense que c'est plus le bien-paraître à travers ça, parce que, tu sais, c'était beaucoup de... Oui, il y a eu des excuses, mais à côté de ça, comme j'ai dit, il y a eu quelques contacts téléphoniques dans les débuts par la suite. Puis, c'était, pourquoi t'as fait telle affaire? Tu sais, c'était beaucoup de me remettre sur le dos encore. Tu sentais encore la colère. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas s'il a fait son cheminement, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Là, il n'y a plus de contact. Non. Ça fait 2 ans. Ce qui est important aussi de mentionner, tu sais, j'en ai parlé dans les 4 épisodes, ça se passe souvent dans un contexte de séparation imminente, quand les hommes ont l'impression que la femme remet en question un petit peu la relation et qu'ils ont l'impression qu'ils perdent l'emprise sur la femme. Et c'est ça aussi, ils ont une emprise. Il y a plusieurs éléments qui sont comme tissés autour. Souvent, ils vont isoler la femme, ils vont la manipuler, la dominer. Il y a plein de choses, de la violence financière, psychologique. Donc, c'est très sournois. Ça va au-delà de « je te donne un coup de poing ». C'est pas juste la violence physique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a tout ça. Et les femmes, à la suite de comportements répétés comme ça, vont finir par douter d'elles-mêmes, puis vont avoir leur confiance en elles ébranlée souvent. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours aussi clair de dire, tu sais, je reprends le pouvoir tout de suite, puis je m'affirme, c'est ça. C'est facile, je pense, quand on est à l'extérieur d'une situation semblable, Sabrina, de dire, la femme devrait s'en aller. Oui, puis même encore aujourd'hui, tu sais, il faut souvent que je me ramène à « hey, tu l'as vécu aussi ». Rappelle-toi comment que c'est difficile, parce que encore aujourd'hui, moi aussi, tu sais, quelqu'un va me raconter, puis je suis comme, mais voyons, mais je comprends vraiment. C'est toujours le père de vos enfants? Vous avez deux enfants? Oui. C'est toujours le père. Il va sortir de prison un jour. Est-ce qu'il a le droit à une certaine forme de lien avec les enfants? Il y a déjà eu un temps où ce qu'il y en avait, parce que la DPJ l'exigeait. Mais quand la DPJ a quitté le dossier, moi, j'ai coupé les liens pour l'unique raison que ça faisait pas du bien à mes enfants. Mais je suis pas sûre que... À moins qu'il le demande, mais je pense qu'il pourrait le demander, oui. Donc là, dans l'état actuel de la loi, Sabrina, votre ex qui a tenté de vous tuer pourrait essayer de renouer avec les enfants. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis totalement contre, puis je vais me battre jusqu'à la fin pour ça aussi. Au début, j'étais beaucoup dans la pensée de mes enfants, je vais y aller avec ce qu'ils veulent, puis je pense que je suis encore là-dedans, sauf que ils sont encore jeunes, puis si, mettons, il y a des démarches quelconques qui arrivent, je vais me mettre à travers ça, c'est sûr. Ils ont quel âge, les enfants? Pour l'instant, j'en ai une de 6 et une de 8. Comment on aborde ça, que papa essaie de tuer maman? C'est sûr que, comme je disais, la plus jeune n'est pas au courant tu sais, du terme tuer ou whatever. Elle sait que ça a été violent à un certain niveau, mais je pense qu'elle n'est pas consciente. La plus vieille, elle, on l'a abordée. Tu sais, j'ai pas... j'ai attendu le moment. J'ai attendu que ça se présente à moi, puis... tout simplement, dans la douche, je m'en ai à leur marquer les cicatrices. Fait que j'ai ouvert le sujet avec elle. C'est une conversation épouvantable à avoir avec son enfant. Oui, très difficile, mais ma fille est très mature à cause de tout ça. Là, malheureusement, là, ça l'a comme poussé à vieillir plus vite. Là. Ouais. J'ai envie de souligner aussi, Sabrina, tout le travail que tu as fait. On en a parlé dans le balado.
les rencontres avec les psychologues, les intervenants, tu m'as déjà dit toute l'aide que j'ai pu aller chercher pour me rebâtir, parce que oui, il y a ça qui arrive, mais tu me l'as déjà dit aussi, tu veux pas que ça soit l'unique chose qui te définisse. Donc, tu as fait un travail. Ça a été 3 années, les dernières années, de dur labeur, là, d'aller à des rencontres puis d'essayer de te reconstruire aussi. Oui, beaucoup. Comme qu'on dit, là, j'ai pris toute l'aide possible. C'est tellement des grosses équipes. On pense à des psychologues, mais il y a les enquêteurs à travers ça qui sont super gentils. Puis, tout le monde, c'est vraiment de prendre l'aide que tout le monde en parle. Est-ce que j'ai compris que les prestations de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, dans votre cas, Sabrina Belair-Dubois, là, c'est comme sur le point de finir? Oui, c'est ça. C'est un petit peu avant Noël. Je sais pas trop la date. Mais oui, ça termine bientôt. Moi, j'ai eu mon 3 ans d'IVAC, dans le fond. Fait que, oui, ça termine. Sentez-vous que vous êtes prête à recommencer à travailler puis voler de vos propres ailes? Non, pas pour le moment. Puis, de l'envisager, je trouvais ça vraiment angoissant parce que je suis pas rendue là du tout. Il y a beaucoup de chemin de fait, mais je pense que j'en ai encore. Puis, je pense que travailler en même temps, ça va être difficile. Écoutez, tous les cas sont individuels, mais le ministre Simon-Jolin Barrette a déjà répondu à des questions là-dessus ici, puis je vous le dis, semble-t-il que si le médecin atteste que vous n'êtes pas prête à travailler, ben les prestations peuvent se poursuivre. C'est pas une garantie que je vous dis là, mais vous êtes peut-être pas sans recours. Oui, c'est à vérifier. OK. Bénédicte? Moi, j'ai le goût de te demander en terminant comment tu vas aujourd'hui pour que les gens à la maison sachent aussi le chemin que tu as parcouru, parce qu'il y a de la fierté puis il y a de la lumière. C'est super sombre ce que tu as vécu, mais tu arrives quand même à avoir un peu de lumière. Oui, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, la bataille n'est pas finie, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait. J'ai retourné en appartement toute seule. Je m'occupe de mes enfants. Je participe à des projets. Fait que, oui, ça va mieux. Puis on y va un jour à la fois. C'est une femme d'un grand courage qui est devant nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Sabrina. Bonne chance pour la suite, puis félicitations d'avoir témoigné comme ça. Merci beaucoup. C'était Sabrina Belair-Dubois. Elle est au cœur de la série de balados de notre amie Bénédicte Lebel, La nuit où j'ai failli mourir. Et merci, Bénédicte, de nous avoir présenté Sabrina. Un grand plaisir, c'est très important. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Il y a un dossier fascinant et inquiétant dans la presse ce matin, là, des enseignants qui racontent de sérieuses lacunes dans le développement des élèves, de leurs élèves au primaire. Ces profs-là et des directions d'école aussi, des spécialistes qui témoignent d'un changement assez radical dans la façon dont les enfants vivent le quotidien. On parle de difficultés, je le disais tantôt, à éplucher des bananes, difficulté à faire des bricolages, difficulté à faire face aussi à l'adversité. La moindre petite chicane, la moindre petite vexation devient une montagne. Et il y a des enfants qui ont été si peu exposés aux livres qu'ils ont de la misère à identifier, par exemple, un koala, par exemple, à faire la différence entre un tigre et un lion. Et tout ça est extrêmement inquiétant. Ça pose aussi évidemment la question du temps d'écran. Dr Jean-François Chicoine est pédiatre, vous le connaissez. Il œuvre au CHU Sainte-Justine, professeur aussi au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Jean-François, bonjour. Bonjour, Patrick. Jean-François, on a parlé souvent de ça, toi et moi. À cette antenne, j'ai déjà fait une chronique sur toi où tu expliquais comment les enfants avaient changé depuis que le numérique était devenu si important. Qu'est-ce qui t'a frappé dans le dossier de la presse de ce matin? Bien, que ça correspond totalement à notre expérience de pédiatre. Ça témoigne également de ce que vivent les éducatrices en garderie, les professeurs. On a des enfants qui ont de moins en moins d'habileté, puis on est capable de le dépister très, très précocement, là, à 3, 4, 5 ans, parce qu'ils ont été trop en immersion avec la vie virtuelle. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'avant l'âge de 2 ou 3 ans, l'enfant n'est pas capable de transférer l'expérience
expériences qu'il voit sur un écran dans sa vie réelle, c'est-à-dire dans le développement de son système sensoriperceptif, toucher, être en équilibre, entendre, goûter, puis aussi dans le développement de son système moteur. C'est très, très important. La motricité d'un enfant, c'est son intelligence avant l'âge de 2-3 ans. Donc, s'il est sédentaire, s'il bouge pas, s'il n'a pas l'occasion de tomber, de se ramasser, de marcher à quatre pattes, évidemment, rapidement, vers l'âge de 3-4 ans, les éducatrices, comme les médecins, les infirmières qui vont examiner les enfants, vont s'apercevoir que c'est des enfants qui ne connaissent pas le réel et qui sont gauches, en fait. On dit clumsy en anglais. Ils n'ont pas nécessairement un trouble de la coordination motrice, donc pas nécessairement quelque chose qui pourrait ne pas répondre à une intervention, mais on voit qu'ils n'ont pas l'expérience de la vie réelle, de la vie en 3 dimensions. C'est une incapacité à faire face au réel parce que, on passe trop de temps dans le virtuel des tablettes et compagnie? On passe trop de temps à ne pas se développer, donc trop de temps de communication et pas assez de temps de connexion. Un enfant se développe dans la proximité physique. Il se développe dans un espace réel et c'est à partir de ces expériences du réel qu'il va se construire, qu'il va être fier d'être dans son corps, qu'il va pouvoir expérimenter différentes explorations, dont la découverte de l'autre, ce qui explique que, et c'est aussi souligné dans l'article, que vers l'âge de 3 ou 4 ans, il va faire plus de crises facilement s'il n'est pas bien dans son corps, qu'il n'aura pas expérimenté différents problèmes. Parce que l'idée de tomber, c'est extrêmement formateur de tomber. C'est pour ça qu'on a une fontanelle. C'est que quand on tombe avant l'âge de 18 mois, ça donne pas de problème au cerveau. Ensuite, la fontanelle se referme parce que... c'est quoi la fontanelle, Jean-François, juste pour être clair? C'est cette espèce de petite... il y a 2 fontanelles, puis il y en a une autre, c'est cette espèce d'espace un peu plus mou, si je puis dire, dans le centre de la tête, qui fait que les sutures du crâne ne se sont pas encore totalement refermées, et ça se referme entre 18 et 24 mois. Donc, vous pouvez tomber facilement. La nature est mieux faite que ce qu'on lui impose. Vous pouvez tomber facilement. Donc, l'idée de tomber, de vous remonter, ça vous rend habile. Ça vous rend la dextérité des enfants, on le voit aussi dans l'article, leur planification dans leurs gestes et tout devient de plus en plus problématique à l'âge de 3 ou 4 ans. Donc, c'est des subtilités que tous ceux, les éducatrices ou les médecins qui ont l'habitude d'examiner les enfants voient. Donc, on parle d'autonomie dans l'article. Moi, j'aurais plutôt parlé d'habilité. En fait, il faut admettre que les enfants sur des écrans, surtout avant l'âge de 3 ou 4 ans, vont avoir des retards moteurs, des retards cognitifs, des retards de langage et des retards affectifs. C'est très clair, et ça, c'est pour 100% des enfants. Et malheureusement, ceux qui sont en état de défavorisation, qui vont faire encore plus d'écrans que d'autres, ça, les dernières études le prouvent très carrément, vont avoir encore plus de retard que d'autres. Jean-François, je pense qu'on peut tous comprendre que, des enfants qui passent très jeunes plus de temps sur des écrans vont moins socialiser, vont moins travailler leur résilience, etc. Mais dans le papier de la presse, moi, ce qui m'a frappé puis que je ne m'explique pas, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, on a quand même des enfants qui arrivent à l'école et qui sont pas propres, des enfants qui sont tellement nombreux dans certaines écoles à pas être propres qu'on a désigné des préposés aux couches. Ça, c'est la faute des écrans? Les écrans participent beaucoup à ça. Ils sont en retard développemental. Là. Je pense qu'il faut accepter collectivement que nous créons des retards développementaux chez des enfants normaux à cause de nos habitudes de vie d'adultes qui leur imposons des écrans ou qui les négligeons un peu. Il y a un nouveau concept en pédiatrie qui est intéressant qui s'appelle le distracted parenting. Donc, on a des parents qui sont pas nécessairement négligents, qui sont pas moins aimants que d'autres, mais qui sont pas vraiment là. On s'aperçoit dans les études que 1 fois sur 5 à 1 fois sur 2, là, selon les groupes, les parents sont en présence de leur enfant, mais n'ont pas d'intervention psychique avec eux. Ils sont sur le télétravail, ils sont là, et ils ont une approche un peu superficielle de la parentalité. Et les enfants ne s'attendent plus
à avoir une réponse des parents ou dans des moments où ils expriment leurs besoins. Et c'est très important de répondre à un enfant, de répondre aux besoins des enfants, parce que ça donne la place à ne pas répondre à leurs besoins, ce qui leur permet ensuite de s'autoréguler. Alors pourquoi les enfants sont toujours en conflit à 3, 4, 5 ans maintenant et se dérégulent plus facilement et ont de la difficulté à contrôler leur corps, donc à se contrôler au niveau de la propreté? C'est parce que justement, ils n'expérimentent pas assez fortement le lien, donc ils ont de la difficulté à être séparés ensuite. Alors, autrement dit, les expériences d'attachement servent au détachement. Donc, c'est difficile de détacher un enfant qui n'a pas eu d'expérience suffisamment soutenue. Alors, on le voit très bien à 3-4 ans. Moi, notre infirmière, ma psychoéducatrice, on voit très, très bien cette petite nuance-là. Puis c'est des enfants qui sont tellement affectivement aussi déjà un petit peu anxieux, un petit peu stressés, donc ils retiennent leur caca, ils font une crise, ils s'attendent pas à pouvoir avoir une relation positive avec quelqu'un d'autre, parce que ça s'expérimente, le lien. Les enfants ne s'attendent plus nécessairement à ce qu'on s'occupe d'eux. Jean-François, allume une caméra virtuelle, là, et amène les auditeurs qui nous écoutent dans ton cabinet et raconte les interventions que tu fais auprès des familles, les parents, les enfants. Quand tu dis à tout ce monde-là, tu passes trop de temps sur la tablette. Bien, premièrement, je fais fermer le cellulaire des parents quand ils rentrent dans la salle, ou les avertissements sonores, parce que et là, rapidement, on voit que c'est une famille qui est peut-être prise elle-même par les écrans. Les salles d'attente de Sainte-Justine ont l'air des salles d'attente de guerre, parce que premièrement, maintenant, il n'y a plus de jouets ou d'éducatrices à cause des microbes. Donc, il n'y a plus vraiment de jouets. Il n'y a personne qui a un livre, personne ne va lire à Anna Karina. Là. Tout le monde est sur des tablettes. Et les enfants aussi se font rapidement donner un téléphone par des parents. Alors, je me demande jusqu'à quel point civilement je peux intervenir, mais il faut voir comme un acte de grande négligence quelqu'un dans un parc, dans un ascenseur, dans une salle d'attente qui donne un cellulaire à un enfant pour l'empêcher de s'autoréguler et pour lui montrer que la régulation vient juste d'un appareil électronique. Donc, dans le quotidien de tout un chacun, il y a déjà quelque chose qu'il faut régler quand ils rentrent dans le bureau. Et dans le bureau, souvent, ils vont venir pour des situations où ils ont été dépistés par Agirto ou par le service de garde pour des situations qui ont rapport à des petites colères, des petites frustrations, de l'anxiété, des enfants qui ont de la difficulté à jouer. Rapidement, j'ai la chance d'avoir une psychoéducatrice dans mon bureau. En quelques minutes, elle va jouer avec les enfants, puis on voit que les enfants ne savent plus jouer. Parce qu'un enfant qui est bien dans son corps puis dans ses émotions, il s'abandonne au jeu. Surtout vers l'âge de 3-4 ans, on voit qu'il y a un jeu symbolique. Il va se promener avec les camions, les poupées, il va faire quelque chose. Alors là, on a des enfants qui hésitent à rentrer dans le jeu parce que justement, ils ne connaissent pas la vie réelle, ils n'ont pas l'appréhension qu'il faut pour prendre le crayon ou pour s'abonner. Et ce déficit en jeu, des enfants qui ne jouent pas, ont de moins en moins d'imagination et de plus en plus de difficultés avec leurs sentiments. Donc, dans mon bureau, déjà, on voit, je dirais, c'est l'ambiance qui montre que l'environnement de l'enfant, même s'il est aimé par ses parents, n'est pas adapté à son développement. Est-ce que je me trompe ou des fois, comme médecin pédiatre, c'est toi qui prescris moins de temps d'écran ou même la fin du temps d'écran? Et ça va très vite en plus, hein, pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Là, attendez, là, les orthophonistes, les trucs. Arrêtez les écrans pendant 3 semaines. Avant l'âge de 6 ans, arrêtez les écrans pendant 3 semaines. Coupez-les quand ils se couchent dans la chambre à coucher. Coupez-les au repas aussi. Vous allez voir immédiatement une amélioration chez au moins le tiers d'entre eux. Les gens consultent beaucoup à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans pour avoir une médication aussi déjà. Mais moi, et on va en parler aussi parce qu'il y a un autre article en rapport avec les prescriptions psychostimulants dans la presse aujourd'hui. Mais moi, je ne prescris pas de psychostimulants à un enfant qui est sur les écrans avant l'âge de 5-6 ans. Il faut régler les problématiques
liées à l'environnement. Donc, est-ce que, les grandes questions à se demander, est-ce que l'enfant dort suffisamment avant l'âge de 5-6 ans? Et la réponse à ça, c'est souvent non, il lui manque une petite demi-heure. Est-ce que l'enfant a du jeu libre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit, 3 heures par jour, c'est les recommandations de l'OMS, de pouvoir culbuter, monter dans une structure de jeu et faire quelque chose d'assez actif pendant au moins 1 heure. Est-ce que l'enfant est sédentaire? Alors, et on a des enfants sédentaires maintenant. Est-ce que l'enfant a de la lecture? Très important de commencer la lecture dès l'âge de 6 mois. La prosodie, simplement de la lecture, de la voix du parent qui lit l'histoire, va faire que l'enfant va tranquillement s'intéresser à une histoire. On sait maintenant, à l'âge de 10-12 ans, que le temps de lecture, c'est 4% du temps d'écran. Et si les enfants lisaient, c'est facile, ça. C'est le meilleur outil contre l'iniquité, c'est la lecture. Si les enfants lisaient plus, et puis on parle même juste de 15 minutes par jour de plus, ou de 1 demi-heure par jour, bien évidemment, ils améliorent leur syntaxe, leur vocabulaire, leurs émotions, leur imagination, leur performance scolaire. C'est immédiat tout ça. Donc, les parents doivent reviser leurs habitudes de vie, puis les sociétés en général, pour qu'on puisse offrir un monde adéquat aux enfants. Dans les services de garde et les garderies, on a un problème actuellement. La qualité des services de garde, même dans les CPE, est diminuée. Et le salaire, malheureusement, des éducatrices est diminué. Leur formation, c'est pas là. On a appris la semaine dernière quand plusieurs allaient au Costco pour avoir un meilleur salaire. Il faut réinvestir dans les services de garde pour retrouver cette qualité-là. Il y a des services de garde où il y a des écrans, c'est pas nécessaire. Le ministère de la Famille ne le recommande pas non plus. Maintenant, gros problème, Patrick, qui vient d'en haut, le 2/3 des maternelles utilisent des écrans maternels. Mais c'est un scandale. Aucun enfant devrait regarder des écrans à la maternelle. Évidemment qu'ils vont perdre du temps à la maternelle. C'est effrayant de dire ça. C'est un système d'éducation et ils s'en vont perdre du temps à la maternelle. Donc, ces heures d'écran-là, elles se rajoutent sur des 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écran. Parce que à 4-5 ans, ben, c'est sûr qu'on a une moyenne de 2 heures d'écran par jour, alors qu'on pourrait en avoir 0. Mais pour le quart des enfants, surtout familles monoparentales, défavorisation, premiers immigrants, ou ceux qui ont déjà des troubles de développement, qu'on essaie de stimuler d'une manière maladroite, pour le quart des enfants, c'est déjà au moins 3 heures par jour d'écran. Et c'est 3 heures de connexion en moins. Donc, c'est du temps perdu. Jean-François, c'est toujours fascinant de t'écouter faire ces rappels. Il y a la société, oui, mais je pense qu'il y a une introspection à faire aussi comme parents, comme famille. Toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre temps. Puis allez jouer dehors. C'est une excellente prescription, docteur. Merci beaucoup. Salut. Docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, réagissait à ce dossier ahurissant de la presse aujourd'hui où on montre que nos enfants, probablement à cause du temps d'écran, perdent des habiletés motrices, perdent des habiletés de socialisation aussi. Vous allez voir, ça va vous frapper si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui passent du temps sur les tablettes. J'accueille en studio à l'instant Fadi Daguerre, chef de police de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Daguerre. Bon matin, M. Lagacé. OK, on va revenir sur ce qui s'est passé vendredi à Montréal. Il y avait une manifestation là, de ce qu'on appelle la CLAC, la convergence des luttes anti-capitalistes. On protestait contre la venue à Montréal d'une conférence là, de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça a dégénéré. Il y avait des éléments pro-palestiniens là-dedans. Qui a cassé quoi? On ne le sait pas. Mais beaucoup de vitrines, des voitures incendiées, vandalisées, etc. Les images ont fait le tour du monde. Donc, première question, pourquoi la police a laissé traîner ça? Pourquoi seulement 3 arrestations? Bon, premièrement, ce n'est pas juste la CLAC. Il y avait d'autres groupes qui avaient organisé 4 à 5 marches cette journée-là. Tout s'est bien déroulé durant la journée. Puis avec des individus, certains qu'on reconnaissait, ça se passait quand même très bien. Mais vers 6h30, 6h25, là, il y a un groupe crépuscule qui était dans la foule, bien entassé, qui a fait les méfaits constatés. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas non plus anticiper tout ce qui est imprévisible. Là, les gens me disent, oui, mais vous les connaissez. Oui, mais justement, on a anticipé plusieurs enjeux avant les événements que vous avez vus dans les images, qui eux aussi auraient pu être pires, mais on en a anticipé plusieurs. Il faut faire attention.
de ne pas retenir non plus uniquement ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qui se passe à Montréal, ce que vous avez vu. C'est ce qui s'est passé à Montréal une fois, à un moment donné, bien précis. Ça, c'est important que les gens le retiennent. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce que c'est, on ne devrait jamais voir ces images-là? Nous, autant mes policiers que moi, comme chef, je ne suis pas content du tout de ces images-là. Moi, ce que j'entends, là, c'est que les policiers de la base qui encadraient la manif étaient prêts à intervenir. Oui. Mais ce qu'ils se faisaient dire, c'est « stand-by, on recule ». Mais stand-by, on recule, on les suit en parallèle. Justement, je suis allé sur le terrain ce soir-là. En tout cas, j'étais là, j'étais à proximité, mais malheureusement, j'ai quitté et c'était arrivé par la suite. Mais le lendemain, je suis allé rencontrer toute l'équipe de commandement et les policiers. On s'est rencontrés ensemble dans une salle et on a fait une rétroaction. Il faut faire attention lorsqu'on dit stand-by. C'est les informations que nous recevions, c'était exemple, on se fait envoyer de la peinture ou des pétards. Mais là, nous, on doit légitimer, c'est quoi les pétards? Non, finalement, c'est pas des pétards. C'est des fusées, des éléments pyrotechniques. Pyrotechniques. Ouais. Oh, tout de suite, le feu vert a été donné. J'ai vu les minutages. C'est pour ça que je dis, en termes d'intervention policière, en termes de commandement, franchement, lorsque je dois mettre un genou à terre, je suis le premier à le faire, en posture d'humilité. Mais lorsque mes policiers et policières travaillent très bien, je suis fier d'eux, puis ils devraient être fiers d'eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Mais les gens de Montréal qui ont vu les images circuler, M. Daguerre, là, qui regardent la casse, puis il y a des journalistes qui étaient là, qui filmaient, là, oui. OK? Et qui regardent la récolte, entre guillemets, 3 arrestations. C'est mince au vu des dommages. 3 arrestations, effectivement, c'est mince. Et je l'ai mentionné même le lendemain, nous sommes en train d'enquêter sur d'autres événements cette journée-là, justement pour faire d'autres arrestations à venir. Est-ce que c'est 1 semaine, 2 semaines? Les gens sont masqués, on a des caméras, on va vérifier, puis il y aurait probablement d'autres arrestations qui vont venir. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'on décide d'éparpiller la foule, dans la foule, vous l'avez mentionné tantôt, il y avait des gens totalement pacifiques. Dans cette foule-là, il y avait même des mamans avec des poussettes. Lorsqu'on décide de rentrer dans la foule, comme policier, il y a un bousculement. Je ne veux pas avoir un policier héros mort. Je ne veux pas avoir un citoyen héros mort. Oui, j'ai des vitrines de tombées. Oui, j'ai 2 véhicules d'incendie. Toutefois, je ne veux pas avoir ce bilan-là non plus. Donc, il faut que je fasse attention sur comment calculer la mesure et surtout les règles d'engagement en termes d'utilisation de la force judicieuse. Donc, il y a le mot d'ordre qu'on ne rentre pas dans le tas. Et le mot d'ordre, on rentre, mais on calcule bien comment on rentre parce qu'on ne veut pas avoir d'innocentes victimes. Mais oui, tout à fait. Mais il faut y aller. Puis d'ailleurs, ils ont quand même exécuté très rapidement les ordres par la suite. Je donne un exemple. La foule se dirige dans une direction. On donne le moment de charger. C'est le temps de charger la foule. Parfait. Si la foule est à 2 pas de l'autoroute Ville-Marie ou la foule est à 2 pas de l'hôpital CHUM, est-ce judicieux de rentrer et la faire bousculer vers l'hôpital? Non. Justement, si la foule rentre dans l'hôpital, je crée un autre problème. Donc, c'est tous des calculs stratégiques. À quel moment, à quel endroit qu'on va rentrer. Est-ce que les gens, mes policiers, policières, lorsque je les ai rencontrés, trouvent que ça peut prendre du temps? 30 secondes? 1 minute? 3 minutes? Oui, ça va prendre 2-3 minutes de plus. Mais on va le faire, le travail. François Legault a envoyé un message sur X, la plateforme, l'ancien Twitter, et il a dit, essentiellement, à mots couverts, il a dit que le SPVM n'a pas fait sa job. Il a dit, si le SPVM a besoin de l'aide de la SQ est disponible. Est-ce que vous avez pris ça comme un... Pourquoi vous riez? Mais écoutez, le premier ministre, c'est le premier électeur au Québec. Je le respecte beaucoup. Et sa voix est importante, son opinion est importante. Toutefois, nous, on a un travail policier. Mais oui, bien sûr. Ceci étant dit, on a un travail policier à faire sur le terrain. Et encore une fois, si j'avais de quoi reprocher à mes policiers ou à mon commandement, je le ferais. Mais au contraire, tout ce que je peux faire, c'est les féliciter. Comment vous avez pris ce message du premier ministre? Mais je l'ai pris comme un citoyen. Exactement comme un citoyen. Monsieur Daguerre, vous êtes un policier de carrière à Montréal, là. Ça se peut pas que vous soyez content de voir le PM dire si le SPVM a besoin de l'aide de la SQ. Mais de toute façon, la SQ était là. Vous ne deviez pas être content de voir ça. Non, là. Mais la Sûreté du Québec était présente. Mais vous ne deviez pas être content de voir ce message-là. Il peut dire que si on a besoin d'aide, puis justement, on n'a pas attendu la réaction du premier ministre. La Sûreté du Québec était présente sur les lieux. Il y a cette perception que je vous relais, OK? Ouais, depuis le campement à McGill, le campement pro-palestinien, que la police de Montréal est trop molle. Moi, je l'entends d'organisations juives, je l'entends du politique à Québec.
Autant avec la communauté juive qu'avec les politiciens, nous sommes les exécuteurs des législateurs. On a des lois et des règlements. À chaque fois qu'on a soulevé des points, exemple des mots qui sont mentionnés dans les manifestations, comme Intifada, comme From the River to the Sea, la communauté juive m'a interpellé. Monsieur Daguerre, pourquoi vous n'intervenez pas? Dès la première manifestation, on a rencontré nos procureurs, ainsi que ceux d'Ottawa. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans cette situation-là? Par exemple, par rapport au slogan de la rivière à la mer. De la rivière à la mer et du slogan Intifada, qui est mentionné dans les manifestations, on est allé vérifier immédiatement. Si les procureurs nous disaient oui, vous devez intervenir, on l'aurait fait. Mais là, tout à coup... Ce que vous me dites, c'est que quand on regarde la loi, quand on regarde l'interprétation de la loi faite par les procureurs de la Couronne, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Les mots tels quels, sans menace, sans intimidation, sans harcèlement, les mots tels quels, on ne peut pas intervenir. Je vais donner le meilleur exemple, un drapeau. Un drapeau du Hamas ou du Hezbollah qui sont des organisations décrétées terroristes par le Canada. Exactement. Est-ce qu'on a le droit de se promener avec un drapeau semblable? Oui. Oui, vous avez le droit. Par contre, si vous utilisez ce drapeau-là d'une manière à provoquer, à attaquer ou à harceler quelqu'un ou menacer quelqu'un, on vous arrête. Mais ce serait la même chose pour un drapeau du Canada ou du Québec. C'est exactement le même principe. Mais le seul fait de se promener avec un drapeau du Hezbollah ou du Hamas... Sans rien faire, oui. Même si ce sont des organisations terroristes, ce n'est pas illégal. On l'a vérifié. Okay. Quelqu'un qui dit solution finale à des Juifs, est-ce que c'est... Il faut faire attention parce qu'il y a eu l'événement qu'il y a eu jeudi à l'hôpital de Juifs avec la dame qui a fait un signe. Oui, elle était dans la rue et ça donnait à être franchisé aussi, c'est qu'une cop de l'hôpital juif. On est en train de On est en train de vérifier présentement, voir au niveau plainte, enquête, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, chaque cas, il faut le prendre isolément puis voir le contenu qui est autour avant de poser un geste, avant de dire voici la conclusion. OK. Sur un autre terrain, oui. Vos voitures de police, si je me fie à ce qui est dans le Journal de Montréal, ce sont de plus en plus des minounes. Ça prend feu n'importe comment. Non, mais il est temps de renouveler le parc d'autopatrouille, je pense. Il n'est pas juste temps, il est plus que temps. On a travaillé avec la Ville-Centre au niveau de tout ce qui est le renouvellement des véhicules. Vous savez, j'aime pas mettre le blâme sur plein de choses, puis j'aime pas donner à la COVID encore plus de poids. Mais effectivement, pendant 2-3 ans, on a eu beaucoup de difficultés à avoir les véhicules, les pièces de véhicules, le renouvellement dans cette période-là. Et aujourd'hui, on vit on paye le prix. On paye le prix pour. Par contre, à chaque semaine, 5 véhicules vont rentrer. Ils sont en train de rentrer. Donc 20 par mois. D'ici le mois de mai, on prévoit en avoir au-dessus de... Je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, on a des grosses problématiques au niveau des véhicules. C'est tout à fait vrai. Il y a combien de véhicules à Montréal si on dit que la moitié des véhicules devraient être remplacés? 45% devraient être remplacés. Écoutez, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a une grande flotte automobile. Mais on prévoit avoir un gros renouvellement en 2025, mais la finalité de tout le renouvellement des véhicules entre 2028 et 2029. Monsieur Francaire, le président de la Fraternité des policiers, était ici il y a quelques semaines et il me disait qu'il y a des fois, dans certains postes de quartier, les policiers sont prêts à travailler, il n'y a pas de véhicule. Il a raison. Les policiers sont prêts à travailler. Par contre, on les fait embarquer sur d'autres véhicules. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'on reçoit des nouveaux véhicules, oui. Et disons que j'en ai quelques-unes, c'est encore des véhicules de 140 000 km. On a demandé à ce qu'on ne les envoie pas au Rancaille. On veut les garder pour justement maximiser le nombre de véhicules, même pour les policiers qui ont des affectations moins urgentes, qui prennent les plus vieux véhicules, et ceux qui ont des affectations urgentes prennent les nouveaux, pour garder une certaine stabilité au niveau du nombre de véhicules. Monsieur Daguerre, toujours un plaisir. Merci d'être venu nous voir en studio. Juste une petite... oui. J'aimerais saluer, pas saluer, mais souligner plutôt la journée pour les femmes de violence conjugale. Oui, c'est un sujet très important. On est au début au Québec là, de ces 12 jours d'action contre la violence conjugale. Très, très important. Le message que je vais envoyer aux femmes, rapportez, mais surtout, soyez vigilantes au niveau des signes, des contrôles coercitifs. Oui. C'est extrêmement important. Ça veut dire quelqu'un qui contrôle votre habillement, vos sorties, votre cellulaire. Ça, c'est un phénomène non connu, mais très, très préoccupant. Et vous irez écouter, je vous invite les auditeurs aussi à le faire, M. Daguerre, là, la série Balado de notre collègue Bénédicte Lebel, La nuit où j'ai failli mourir, là, c'est lancé aujourd'hui. Justement, j'ai vu hier soir. Sur des femmes là, qui ont frôlé la mort aux mains de conjoints ou d'ex-conjoints. Merci, M. Daguerre. Merci.
Voici Patrick Lagacé. Je me tourne maintenant vers Jean-François Lépine qui est là pour la chronique internationale du lundi. Tu veux nous parler, Jean-François, de la COP 29 sur le climat, là, qui s'est terminée par un accord conclu, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Certains parlent même d'un échec. Là. Disons que c'est pas une bonne nouvelle pour le climat, ce qui s'est passé là-bas. Oui, je voudrais simplement dire un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Il faut voir les images de destruction de Gaza, par exemple, pour comprendre que les propos de M. Spector en question sont absolument hors contexte. On parle de 95% des Gazaouis qui ne peuvent plus retourner chez eux. Plus de 80% de tout ce qui est infrastructure d'habitation et tout ça à Gaza. C'est une guerre qui est effectivement asymétrique. Il y a énormément de problèmes de ce côté-là. On n'est pas les seuls à le dire. Les cours internationales le disent. Alors, je pense qu'il faut faire cette nuance-là. C'est important. Maintenant, au sujet de la COP, je suis pas un spécialiste du climat, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'il y a tout un aspect politique dans tout ça. Hein. L'accord qui s'est conclu dans des circonstances un peu troubles là, dans la nuit de samedi à dimanche. Je dis trouble parce qu'on n'a pas laissé parler les pays qui étaient contre. Tout d'un coup, le président azerbaïdjanais a dit « on a un accord » et cet accord-là prévoit que, et ça c'est important parce qu'on appelle cette COP-là la COP de la finance. Pourquoi? Parce que la COP, c'est des conférences des partis visant à régler les problèmes et à lutter contre les changements climatiques. Mais cette fois-ci, il s'agissait de dire combien les pays industrialisés, ceux qui se sont développés en utilisant massivement là, du pétrole, du charbon et tout ça, et qui ont émis des gaz à effet de serre sans limite, mais qui ont atteint ce niveau de développement de pays industriels, comment peuvent-ils compenser les pays dans le monde qui sont pauvres et qui sont victimes des changements climatiques, les pays principalement de ce qu'on appelle le Sud global? La décision, ça a été de dire, on va faire passer donc les compensations des pays industrialisés là, de 100 milliards de dollars par année à 300 milliards par année d'ici 2035, ben les pays justement victimes demandaient combien? 1300 milliards plutôt que 300 milliards. Donc tout le monde était fâché. L'Inde, après l'annonce de l'accord, a dit c'est une honte, c'est beaucoup trop faible et nous sommes contre cet accord-là. On est loin du compte et là, c'est 300 milliards qui ont été promis, mais tu sais, Jean-François, tu le sais, en matière de climat, il y a les cibles, puis il y a la réalité. C'est vrai pour la réduction des gaz à effet de serre. J'ai peur que ce soit vrai aussi pour les sommes qui sont promises. Ben, c'est ce que les gens pensent aussi. Ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils disent que les cibles sont beaucoup trop basses. Et en plus, comment ça va se faire? Hein? Il est question de dire qu'une partie de ces 300 milliards-là seront versés sous forme de prêts par les grandes institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, une partie en dons. Il y a aussi la question de la Chine qui a évolué au cours de cette conférence-là. La Chine, c'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, de carbone au monde. Hein, c'est une puissance industrielle qui est considérée encore par l'ONU comme un pays en développement. Ça, c'est un peu une absurdité. Mais au moins, la Chine qui veut devenir, je t'en ai déjà parlé, Patrick, le leader mondial en termes de lutte au changement climatique. D'énergie verte. Parce que la croissance, parce que la classe moyenne chinoise veut ça. Il y a beaucoup de pression sur le gouvernement. Ils veulent être les champions de ça. Ben, ils ont dit, on va contribuer. On va verser de l'argent aux pays victimes des changements climatiques, mais on va le faire à notre mesure. On ne veut pas se faire imposer des cibles précises, mais c'est déjà pour beaucoup de gens un signe encourageant. Il y a eu une forme d'accord, finalement, autour de ça, même si tout le monde n'est pas content, parce que on se dit c'est mieux de s'entendre, de faire une étape, puis à la prochaine conférence qui aura lieu au Brésil l'an prochain, ben là, on va essayer d'aller plus loin. Mais ce que je veux dire sur la politique derrière tout ça, et c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que les gens qui sont fâchés, les spécialistes du climat qui sont là, qui disent on aurait pu aller beaucoup plus loin, critiquent aussi le choix des pays qui sont les hôtes de ces conférences-là. Ça fait 3 années de suite que les pays hôtes sont des dictatures qui n'acceptent pas la protestation sur leur sol. L'Azerbaïdjan a arrêté des militants environnementalistes avant même le début de la conférence. Et en plus de ça, les 2 derniers pays, qui sont les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan, sont des pays producteurs de pétrole. Des pays, l'Azerbaïdjan, c'est 95% de ses exportations sous forme d'hydrocarbures. Et Jean-François, je pense, la présidence, on dit ça du pays hôte, a dit que les gaz et le pétrole est un cadeau de Dieu.
Oui, c'est le président du pays qui a dit ça, pas le président de la conférence, le président Aliyev. Alors, on voit un petit peu le biais et la façon dont les pays sont choisis aussi, c'est qu'on y va de une région après l'autre, mais ce sont les pays qui sont volontaires. Et évidemment, les pays producteurs de pétrole, c'est leur stratégie de vouloir être l'hôte de ces conférences-là pour faire passer leur message, pour contrôler l'agenda. Et ça, c'est une critique qu'il faut faire à ce mécanisme-là. Certains disent que les pays hôtes, le choix des pays hôtes devrait complètement changer, mais c'est intéressant. On le voit, c'est pas un enjeu neutre, c'est un enjeu politique. Dès le début des COP, on disait il y avait des compagnies pétrolières qui venaient comme participants, parce que c'est la conférence des parties, on le dit. C'est un mécanisme où tout le monde peut venir, tout le monde qui a un point de vue. Et au début, on disait les compagnies pétrolières viennent et noyautent les participants. Mais là, c'est même plus ça. Ce sont les pays hôtes eux-mêmes qui sont des producteurs de pétrole et qui organisent. Alors, c'est une question qu'il faut poser. Tu veux nous parler, Jean-François, aussi de 2 conflits majeurs dont on parle pas beaucoup, là, à l'ombre du conflit israélo-palestinien, de l'Ukraine aussi. Le conflit au Soudan, d'abord, et ensuite celui en Haïti. Oui. Tu veux que je commence par le Soudan? Par le Soudan, c'est important parce que c'est un conflit qui dure depuis 2 ans. C'est une guerre civile interne. L'armée du pays est confrontée par une milice extrêmement importante qui s'appelle les Forces de soutien rapide. C'est un général rebelle qui s'est rebellé contre le général en chef de l'armée soudanaise. Au début, les rebelles ont pris le dessus dans ce conflit-là. Ça a été vraiment épeurant parce qu'on s'est dit le pays va être complètement renversé. Mais l'armée reprend graduellement le contrôle de cet immense pays de 50 millions d'habitants, voisin de l'Égypte. Mais à quel prix, Patrick? Il y a 11 millions de déplacés dans ce pays de 49 millions d'habitants. C'est une proportion très importante. Tu te souviens de la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. C'est une région qui a été victime d'un génocide en 2003, mais on dit qu'aujourd'hui, le même général rebelle aujourd'hui, c'est celui qui dirigeait les Janjaweed à l'époque et qui a été responsable du génocide au Darfour. Ben, il continue à assiéger la capitale du Darfour, donc le conflit-là est extrêmement important. Mais ce qu'il y a de plus important dans cette situation-là, c'est que c'est un pays qui est coupé du monde actuellement, qui vit cette guerre civile-là. Et il y a une organisation qui est très importante dans le monde qui s'appelle la Norwegian Refugee Council et son leader qui s'appelle Jan Egeland. C'est vraiment une organisation qui est souvent complémentaire aux organismes des Nations Unies et qui dit que sur place, là, il y a 26 millions de Soudanais, plus de la moitié de la population qui est dans une situation de malnutrition aiguë. Il dit le Soudan pourrait connaître la plus grande famine en Afrique depuis 40 ans. Toi, tu es peut-être assez vieux aussi comme moi pour se souvenir qu'en 1984, il y a eu une famine terrible en Éthiopie qui avait donné lieu à tout ce mouvement qui avait créé la chanson We Are the World, une sorte de conscientisation parce qu'on voyait, c'était probablement un phénomène de télévision aussi, on voyait ces images de famine absolument terribles. Ben lui, il dit c'est ce qui est en train de se passer. Puis on n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on est obsédé, tu l'as dit, par 2 situations de conflit qui sont aussi graves, là, importantes, l'Ukraine. Et puis l'autre conflit, je vais aller plus vite, c'est Haïti, on le sait, mais j'en parle parce que il y a quelques jours, l'organisation Médecins sans frontières a dit on se retire de Port-au-Prince. On arrête nos activités, c'est trop dangereux. Notre personnel est menacé de viol, menacé de violence, menacé de crimes violents. Et quand on arrive là, quand les organisations d'aide humanitaire ne peuvent plus faire leur travail, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. On parle de ces fameux gangs criminalisés qui ont repris. Au début, il y a une force d'interposition, une force de protection de la sécurité des Haïtiens qui a commencé à s'établir, une force internationale. C'est des policiers kenyans. Il y en a à peu près 400 à 500 qui sont arrivés sur place. Mais là, il n'y a plus d'argent. La force devait augmenter au moins à 1000 Kenyans, puis ensuite d'autres pays devaient s'y joindre. Et là, il y a une crise à l'ONU parce qu'il y a pas beaucoup de pays qui veulent contribuer au financement. Je ne sais même pas encore quelle est la situation exacte du Canada. Dans ça, on a toujours été assez actifs à Haïti. On est plutôt discret sur ce conflit-là, encore une fois, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus importants, mais c'est quand même dans notre cours.
On se demande même comment M. Trump va réagir quand il va arriver au pouvoir face à cette situation-là, qui est une situation hors de contrôle où là aussi, on parle de famine aiguë dans le pays, un pays qui s'auto-alimentait avant et qui est même plus capable de produire ni de distribuer sa nourriture. Et il faut le dire, Jean-François, on parle beaucoup de migration irrégulière, illégale, etc. Mais si on a des pays comme le Soudan, comme Haïti, qui ont des troubles internes, ces gens-là vont trouver refuge hors de leurs frontières. Tout à fait. Ça va finir par nous rattraper. Tout à fait. Il y a plus d'1 million depuis le début de Soudanais qui sont partis en Égypte, dans le pays voisin, mais ils sont quand même coincés dans... C'est un immense pays. C'est un pays qui a beaucoup de ressources minières, entre autres. C'est pour ça qu'il y a un conflit interne. On veut capter la richesse du pays. On essaie on se divise là-dessus. Et donc, il y a des phénomènes, effectivement, de fuite. Et puis, Haïti, c'est dans toutes les Caraïbes. Les Caraïbes se plaignent que les Haïtiens essaient de s'en aller, puis ils s'en vont un peu partout dans les Caraïbes d'abord. Merci, Jean-François. Vendredi, on va se retrouver. Les querelles d'antan font la trêve un moment. On dépose les fusils jusqu'au 12e coup de minuit. La famille a ce je ne sais quoi qui fait du bien. Même si elle nous dégoûte parfois, chaque année, on y revient. C'est donc ben bon, cette chanson. C'est donc ben bon. Ça tombe bien. Le chanteur est en studio. Pierre Lapointe, salut. Là. Salut. Salut à vous deux. Avec Catherine Brisson, merci d'être venue nous visiter. Ça me fait très plaisir. Chanson hivernale. On dit pas chanson de Noël. Pour chaque année, on y revient. Non. L'album s'appelle Chanson hivernale parce que je voulais étirer l'exercice le plus longtemps possible. Je voulais pas que ce soit juste Noël. Je voulais qu'on puisse commencer à l'écouter. Tu veux pas qu'on arrête le 26? Non, je veux qu'on arrête, je dirais, le 6-7 janvier. Et là, disons ça. Oui. Préférablement le temps de ta tournée. T'es en tournée de spectacle de Noël, de chansons hivernales. Je suis en plein dedans, là. C'est drôle. Spontanément, j'imagine pas Pierre Lapointe et chanson hivernale, chanson de Noël. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Ben, j'avoue que c'est pas... mais les gens le croient pas, mais ça fait 20 ans que je veux faire un album de Noël. Puis mon équipe autour était tout le temps genre, t'es sûr? Puis je disais, oui, mais mon Et pourquoi l'équipe hésitait? Ben, parce que le cliché, c'est il reste un album à faire avec une compagnie de disques. L'artiste s'entend pas bien avec la maison de disques. La maison de disques s'entend pas bien avec l'artiste. Puis ils disent, on va faire un album de Noël, on va cacher l'argent un peu, puis ça va finir là. OK, ben, oui, c'est ça dans le milieu. C'est une sorte de mécanique, ça. Puis c'est de prendre des chansons qui existent déjà, puis de chanter ça, puis de faire un peu d'argent avec ça. Puis de faire de l'argent vite fait, parce que tout le monde achète des chansons de Noël. Puis tu joues partout. Maintenant, moi, j'ai écrit des chansons originales du début à la fin de l'album. Puis j'ai joué avec les codes de Noël. Puis le show de Noël qu'on présente, c'est des bonhommes de neige qui font 4 étages. Puis c'est à la fois féerique et inquiétant. Puis moi, je suis... tu sais, j'arrive avec ma gang puis mon approche queer, disons ça comme ça. Là. Fait que c'est sûr que je suis en dehors de tous les clichés de Noël. Et en même temps, je suis en plein dedans. Quand tu dis mon approche queer, Pierre Lapointe, pour ma tante qui nous écoute, ça veut dire quoi? Ben, c'est que c'est la première fois qu'un personnage ouvertement gay s'approprie la fête de Noël. C'est comme ça que je l'ai faite sans même m'en rendre compte. Parce que ceux qui ont vu la photo qui illustre l'album, c'est Pierre et Gilles qui est un couple français de portraitistes, les premiers à s'être affichés comme couple gay dans les années fin 70, début 80. Pour vous donner un petit peu l'idée, là, c'est que je suis le seul Québécois-Canadien, le seul Canadien à avoir été immortalisé par ces deux gars-là. Ils ont commencé, le premier portrait qu'ils ont fait, c'était de Andy Warhol. Après ça a été Mick Jagger. Puis après ça, ça a été tout le monde de la chanson, de Madonna à Marilyn Manson, en passant par Gainsbourg, Juliette Gréco et Pierre Lapointe. Gentleman trappeur, on peut l'appeler comme ça. C'est la première fois en France que j'ai dit, je vais jouer sur le cliché du trappeur canadien. C'est ce que j'allais dire en parlant de cliché. J'ai vraiment joué la carte. Puis après ça, c'est Mélissa Lavo, qui est queer plus que tout le monde que je connaisse. C'est Owen Palette qui a fait les arrangements. C'est Mika et moi. On chante le premier duo, la première peine d'amour en chanson en français de l'histoire de la chanson en 2 gars. Je me suis pas rendu compte que je faisais ça à l'époque, mais au final, j'ai fini par être obligé de me rendre compte que j'étais le premier à l'avoir fait. C'est très inclusif comme Noël. Ça fait que les gens qui aiment Noël, ceux qui détestent Noël, les queers, les pas queers, les jeunes, les vieux, tout le monde tripe sur le show parce que c'est un grand moment d'émotion qui se prend surtout
vraiment pas au sérieux. Mais excuse-moi, mais l'album a été fait il y a 4 ans. Comment il a évolué dans le temps aussi? Parce qu'au départ, tu l'as sorti, il y a eu la pandémie, tu n'as pas pu faire de spectacle. Je peux pas faire la tournée. C'est ça, c'était bien compliqué. Fait que je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Les réactions sont ultra positives. Puis ce que je trouve le fun, puis c'est pour ça que j'ai fait un album de Noël, c'est de voir est-ce que ça va vivre longtemps? Est-ce que dans 30 ans, on va écouter 1-2 de ces chansons-là? Ou l'album, est-ce qu'il va devenir un grand classique de la chanson québécoise? La chanson de Noël a ses défauts, mais elle a ses qualités. C'est qu'elle rentre dans une case un peu à part du patrimoine de la chanson. C'est tout ça qui m'intéressait. Est-ce que tu te serais vu faire un album de Noël avec les classiques, les canons de Noël? Ben j'y pense, parce que dans le show, je reprends, par exemple, les Sentiers de neige, où je reprends Noël Rock, qui me fait beaucoup rire. Puis ça marche, parce que justement, les chansons de Noël dans le cœur des gens, c'est hyper solide. Il y a vraiment un lien fort entre les gens et les chansons de Noël. Mais on a un souvenir toujours relié à des chansons de Noël. Absolument. On dit un titre, et là, on dit « OK, j'étais à tel endroit. » Peut-être que maintenant que j'ai fait un album de Noël de chansons originales, peut-être que je le ferais, mais sincèrement, je pense que je réécrirais d'autres chansons de Noël, puis j'intégrerais peut-être maximum 1 ou 2 chansons en reprise. Aimes-tu Noël? Est-ce que ça suscite de beaux, bons souvenirs en toi? Je le sais pas. J'adore cette réponse-là. Ben écoute, je trouve ça... Là, le fait de faire la tournée, j'ai des petits papillons, puis là, on répétait les chansons, puis j'avais des petites émotions qui me ramenaient à mon enfance. Tous les clichés sont là. Puis en même temps, je trouve ça dégueulasse, Noël, parce que on a justement intégré la musique de Noël à une époque où la chanson commençait à se commercialiser de façon bestiale, animale, puis on se le cachera pas, les chansons de Noël arrivent pour nous inciter, puis les décorations de Noël arrivent pour nous inciter à consommer. Ouais. C'est juste ça, en fait. Ça arrive tôt dans les magasins, puis tout le monde dit, ben voyons donc, on sent toute la pression. Écoute, l'Halloween finit, les chansons de Noël commencent à arriver avec les décorations. Parce qu'ils veulent nous dire, faut acheter des cadeaux de Noël, puis on commence tout de suite à se mettre dans ce mode-là. Fait que, à la fois, ça me dégoûte, puis en même temps, ben, quand je repense à mes Noëls d'enfance, au Lac-Saint-Jean avec toute ma famille, mes 30 000 cousins-cousines, mes 70 000 mon oncle, ma tante. C'est des bons souvenirs. C'est extraordinaire. Tu sais, le fameux moment où on allait sauter sur le lit de la ma tante avec tous les manteaux en poêle, puis les manteaux en plumes. La tourtière, puis l'orange croche qu'on buvait jusqu'à être surexcité, à plus se comprendre. Entre enfants du lac, vous comprenez, toi et Catherine Brisson. Saguenay. Bon, ben, mais Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours mélangé. C'est la même région, exactement. Trop proche. On a les mêmes souvenirs, effectivement. Mais hier, il y avait un débat entre guillemets dans la presse. Est-ce que c'est trop tôt pour parler de chansons de Noël à ce temps-ci de l'année? Et là, tu étais avec le journaliste Philippe Mercure. C'est sorti, je savais pas que c'était... Oui, c'est sorti hier. Et là, moi, je disais, OK, mais c'est un bon sujet parce qu'effectivement, il y en a qui trouvent que c'est trop tôt. Puis toi, tu fais une tournée de spectacle. Et là, qui vont dire, ben pas avant le mois de décembre, pas avant la première neige. On vient qu'on le sait plus. Ben, moi, sincèrement, c'est... Il y a une chose qui est un peu fatigante, puis j'en parlais tout à l'heure avec la pression qu'on a de dépenser. Mais c'est libre à tout le monde, en fait. Il y a des gens qui font leur sapin de Noël. Chez moi, je vois un peu chez les voisins, puis il y a des voisins qui ont fait leur sapin il y a 2 semaines. Je l'ai fait hier, moi, je t'avoue, avec mes petits-enfants. Non, mais quand tu as des enfants, ça change tout. Maintenant, c'est vraiment une affaire. Pour moi, c'est un faux débat, parce que ça reste quand même très gentil. Là. Puis il y a des vraiment bons albums de Noël. Puis les gens le disent pas assez, mais je pense à Sufjan Stevens, je pense à Ella Fitzgerald qui a fait un album magnifique. Tu sais, je pense à une chanson comme Marie-Noël de Robert Charlebois et Claude Gauthier. Ce sont de très, très belles, très, très grandes chansons. Mais c'est difficile d'inventer une chanson de Noël qui va faire époque. Ben, en fait, on le sait pas. C'est pour ça que j'ai fait cet album-là. C'est le public qui décide. Puis c'est aussi notre devoir de faire vivre ce répertoire-là, d'où la tournée aussi. Et puis, ça me fait rire parce que là, il y a des gens, des disquaires qui commencent à sortir des albums de Noël. Puis là, par exemple, il y en a un qui avait sorti plein de classiques de Noël. Je me disais, je vais voir si... Puis pop, mon album était dedans. Je me disais, fait que dans la tête de ce disquaire-là, qui a l'air assez pointu, mon album de Noël, il faut qu'il soit dans les classiques. Fait que j'étais content. Je me dis, on en reparlera dans 15 ans. La tournée s'intitule Chanson hivernale. Je vais donner les dates tantôt, là, Pierre Lapointe. Qu'est-ce qui fait vendre... Tu sais, il y a une façon de vendre un album, il y a une façon de vendre des tournées. Aujourd'hui, on est dans une époque de bouleversement médiatique numérique. Qu'est-ce qui fait venir les gens dans la salle? Je le sais plus. La télé a encore un impact. Je pense que c'est encore quelque chose. La radio aussi a encore un impact. D'ailleurs, je suis très heureux d'être ici ce matin pour en parler parce que je suis sûr que ça va aider. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Les réseaux sociaux, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire. J'ai commencé à devenir un influenceur cet été. Mon équipe m'a dit,
quand tu es en tournée puis tu fais aller tes réseaux sociaux, puis quand je suis en tournée, quand je suis au travail, je fais énormément d'actualités, je fais énormément de stories, puis je suis très présent. Puis ils m'ont dit, quand tu es en tournée puis tu fais ça, tes écoutes en ligne, genre, explosent. Puis le restant de l'année, comme je dis rien sur ma vie privée, puis mon quotidien dans ma tête est plate, je publie rien. Puis ils m'ont dit, ça serait le fun si au moins 6-7 mois avant la sortie de l'album qui sort en janvier prochain, puis j'ai un nouvel album qui sort en janvier, ça serait le fun que tu existes plus sur les réseaux sociaux. Puis je me suis mis à trouver une façon de faire des stories. Puis vraiment, il y a des amis réalisateurs qui m'appelaient pour dire, c'est qui ton monteur? Je voudrais l'engager sur un show. Je disais, c'est moi qui fais tout. Il y a des amis qui pensaient qu'on avait engagé une boîte de pub avec 7 personnes. C'est drôle mais parce c'est que moi qui fais tout. Quand tu as commencé ta carrière, c'était tellement pas ça. Puis aujourd'hui, les jeunes artistes, ceux qui désirent se faire connaître, ils n'ont pas le choix de passer par là. C'est ça. Donc ça aide. Maintenant, la presse écrite n'a plus le même impact qu'avant. Bon, là, c'est sûr que le fait d'être à Starac, pour moi, au moment où je sors un album, puis ça aide énormément. Ouais. Puis c'est sûr qu'on n'a plus le choix d'utiliser des trucs comme ça, à moins d'accepter le fait de plus vendre autant, de plus remplir les salles autant qu'avant. C'est très, très compliqué. Maintenant, il y a des exceptions à la règle, comme Daniel Bélanger, je pense que ça fait 3 fois qu'il fait les mêmes salles au Québec en une même tournée. Maintenant, lui, il arrête longtemps aussi, donc il se fait désirer. Moi, je suis trop hyperactif pour ça. Je finis un show, j'en commence un autre, je sors un album, j'ai le goût d'en sortir un autre. D'ailleurs, j'en ai un qui sort en janvier, j'en ai un autre qui dort dans mon tiroir. Là, il est fini, là, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Fait que pour moi, arrêter longtemps, c'est un supplice dans ma vie, dans ma tête et dans mon cœur. T'es un très bon vendeur en personne aussi, loin des réseaux sociaux. Pierre Lapointe, merci. Je souligne qu'il y a un album qui s'en vient. 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Je reviendrai vous en parler. Oui. Ça va sortir le 24 janvier 2025. Et toutes les dates pour ton spectacle, pierrelapointe.com, j'imagine? Oui, exactement, pierrelapointe.com. Là, on est à La Salle vendredi. Shawinigan. C'est ça. Montréal, dimanche prochain. Venez, ça va être super. Les invités, je n'ai pas parlé. Debbie Lynch White et Lumière sont là. Et Guylaine Tremblay aussi. Donc, j'ai des invités qui viennent... Oui. Debbie Lynch White, Guylaine Tremblay, c'est quand même pas pire. Ben oui. Puis ils viennent chanter avec moi des chansons de Noël. Le band, c'est la gang du groupe Chocolat, ceux qui sont un peu familiers avec. C'est rock. Ouais. C'est la gang de Bon Enfant aussi, qui sont sur scène avec 2 groupes extraordinaires de Montréal. Fait que c'est vraiment le show champ gauche, le fun, qui se prend pas au sérieux, avec... Écoute, on fait le Sentier de neige, on fait Noël rock, on fait Mon pays, ce n'est pas un pays de vigno, on fait toute la grande chanson que j'adore, on la fait sur scène, fait qu'il y en a pour tous les goûts. Et des bonhommes de neige de 4 étages. 4 étages qui sont à la fois charmants et inquiétants. Joyeux Noël, Pierre Lapointe. Joyeux Noël. Merci de t'être joint à nous, chère Catherine.